Hello, j'espère que tu vas bien. Hier, j'ai fêté mon 35e anniversaire et cette semaine, comme souvent autour de la période de mon anniversaire, je réfléchis pas mal à ma vie, au chemin parcouru, à celui que j'ai envie de parcourir. Et au cours de mes réflexions, je me suis intéressée à tous les objectifs que j'avais eus par le passé, ceux que j'avais atteints et ceux que j'avais pas atteints. Alors moi, j'adore célébrer mes victoires, même les plus petites, mais j'aime aussi tout autant comprendre ce qui n'a pas marché quand je passe à côté de quelque chose que je voulais réussir ou que je pensais vouloir réussir. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi deux raisons qui font qu'on peut passer à côté de nos objectifs et pas les atteindre. Ces deux raisons, elles vont t'aider aussi à définir tes objectifs de manière plus efficace. Et si tu vas aller plus loin, le module 3 de la formation Time Master comporte un gros volet sur la définition d'objectifs et elle est en promo à moins 50% jusqu'à ce samedi 11 novembre. Alors si tu veux en profiter, à prix mini, c'est le moment et ça se passe dans le premier lien en description de cet épisode. Voilà, instant promo terminé, on passe maintenant directement et sans transition au concret et déjà on va poser les bases. Avoir un objectif, ça veut dire quoi? Avoir un objectif, c'est vouloir atteindre une situation différente de celle qu'on connaît à l'instant T et orienter nos actions et nos efforts vers l'atteinte de cette nouvelle situation. Si tu baignes dans le milieu du business ou du développement personnel notamment, tu as certainement déjà entendu parler de la méthode SMART pour définir un objectif. SMART, pour rappel, je ne vais pas y passer très longtemps parce qu'il y a plein de vidéos, de podcasts, de contenus sur ce sujet-là, mais juste un bref rappel, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Et même depuis quelque temps, on voit smarter avec le E et le R qui veulent dire évaluable et révisable. Ces deux nouvelles notions, elles peuvent être utiles, mais à mon sens, elles ne sont pas évoquées de la meilleure des manières. Évaluable, ça tombe sous le sens quand on applique la méthode SMART, et même si ça fait appel à de nouvelles notions que je vais évoquer juste après, pour moi, ces notions, elles ne sont pas assez visibles dans ce mot. Et révisable, ça tombe aussi sous le sens quand on comprend le processus d'atteinte d'objectifs et tout le mécanisme psychologique qu'il y a derrière. D'ailleurs, on en parle souvent dans la partie atteignable, donc le A, dans SMART, quand on dit qu'il faut fixer des objectifs suffisamment ambitieux pour se motiver, mais pas trop ambitieux non plus pour pas non plus se décourager. Et aussi quand on préconise d'adapter les objectifs aux éventuels changements de situation qui peuvent survenir. Bref, pour moi, ces deux nouvelles notions, elles ressemblent plus à un nouvel argument marketing pour vendre des livres, en mode ouais, il y avait la méthode SMART, maintenant il y a la méthode SMARTER en plus, en anglais, si jamais tu parles pas anglais. SMART, ça veut dire intelligent, et SMARTER, ça veut dire plus intelligent. Ça fait un peu genre, j'ai ajouté deux lettres qui font passer l'idée que cette méthode, elle est meilleure que l'autre, l'autre qui est donc plus répandue, et j'ai trouvé des significations à ces lettres que je peux justifier pour faire en sorte que ça passe dans le contexte du sujet. Enfin, bref. En réalité, pour moi, il y a bien d'autres choses à dire, bien au-delà de simplement trouver un petit nom marketing qui vend bien. Et la première notion que je veux introduire dans cet épisode, c'est à mon sens la plus importante. Elle est primordiale à comprendre et pour te la présenter, je vais te raconter une petite histoire. Cette histoire, c'est celle de Dave Brailsford, le manager performance de l'équipe cycliste de Grande-Bretagne en 2003. À l'époque, les cyclistes professionnels en Grande-Bretagne, ils avaient enduré environ 100 ans de médiocrité. Depuis 1908, les coureurs britanniques, ils avaient remporté qu'une seule médaille d'or au JO et ils ont fait pire dans la plus grande course cycliste, le Tour de France, parce qu'en 110 ans, aucun cycliste britannique n'avait jamais remporté l'épreuve. Les performances des coureurs britanniques étaient si décevantes que l'un des plus grands fabricants de vélos en Europe a même refusé de vendre ses vélos à l'équipe nationale britannique parce qu'il craignait que ça nuise à ses ventes si d'autres professionnels voyaient les Britanniques utiliser ces vélos. Ils étaient mauvais à ce point-là, c'est quand même assez impressionnant. Brailsford, lui, il a été embauché pour mettre le cyclisme britannique sur une nouvelle trajectoire. Et ce qui le rendait différent des précédents entraîneurs, c'était sa stratégie qu'il a appelée l'agrégation de gains marginaux et qui consiste à rechercher de toutes petites marges d'amélioration dans tout ce que vous faites. Je vais te citer ce qu'il a déclaré précisément. Il a dit: ce principe vient de l'idée que si vous décomposez l'ensemble des activités qui amènent à faire du cyclisme, puis vous améliorez de 1% toutes ces activités, vous obtiendrez une augmentation significative lorsque vous cumulerez toutes ces activités ensemble. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'activité du cyclisme, elle comporte plein de petites activités, plein de sous-activités entre guillemets, de petites actions, et que si tu améliores chacune de ces toutes petites actions, même de 1%, eh bien, au final, quand tu cumules tout ça, ton niveau global en cyclisme aura augmenté.
Donc, notre Dave et ses entraîneurs ont commencé par faire de petits ajustements qu'on n'attendait généralement pas au sein d'une équipe cycliste professionnelle. Notamment, il y avait des changements directement liés au vélo, comme par exemple, ils ont mis des selles de vélo plus confortables. Ils ont aussi utilisé un autre alcool pour frotter les pneus pour qu'il y ait une meilleure adhérence à la route. Aussi, ils ont fait en sorte que les coureurs portent des vêtements chauffés électriquement pour maintenir une température musculaire idéale pendant la conduite. Ils ont aussi utilisé des capteurs de biofeedback de manière régulière pour surveiller la réaction de chaque athlète à l'entraînement. Et aussi, pour améliorer les combinaisons des cyclistes, ils ont testé différents tissus dans une soufflerie et ils ont équipé les cyclistes qui couraient en extérieur avec des combinaisons de course d'intérieur parce qu'elles étaient plus légères et plus aérodynamiques. Donc ça, c'est des changements directement liés à l'activité même du cyclisme. Mais ils ont aussi mis en place d'autres petites actions qui n'étaient pas forcément en lien avec le vélo. Par exemple, ils ont testé différents gels de massage pour choisir celui qui permettait la meilleure récupération musculaire pour chaque athlète. Ils ont embauché un chirurgien pour enseigner aux cyclistes la meilleure façon de se laver les mains pour réduire les risques d'attraper des maladies. Rappelle-toi, on est en Grande-Bretagne, il fait pas forcément très beau toute l'année, c'est facile de choper des rhumes, tout ça, enfin des microbes, et donc c'est primordial de bien se laver les mains pour limiter le risque d'attraper des maladies à gauche à droite. Et ce petit détail, honnêtement, je pense que personne n'y avait pensé avant. En parallèle, ils ont aussi cherché le meilleur type d'oreiller qui permettait aux cyclistes d'avoir une meilleure nuit de sommeil pour une meilleure récupération. Et enfin, ils ont, et ça aussi je pense que peu de gens y auraient pensé, peint l'intérieur du camion de l'équipe en blanc, ce qui les a aidés à repérer des petits morceaux de poussière qui passeraient normalement inaperçus mais qui pouvaient dégrader les performances des vélos. Et avec cette multitude de toutes petites actions, de toutes petites améliorations, les résultats ils sont venus plus vite que n'importe qui l'aurait imaginé. Tu vas voir, c'est hallucinant, il n'y a pas d'autre mot. À peine 5 ans après l'arrivée de Brailsford, l'équipe cycliste britannique elle a dominé les épreuves de cyclisme sur route et sur piste au JO de 2008 à Pékin, où ils ont remporté 60% des médailles d'or disponibles. 4 ans plus tard, en 2012, lorsque les JO sont arrivés à Londres, les Britanniques ont relevé la barre encore plus haut en établissant 9 records olympiques et 7 records du monde. On parle d'une équipe qui, pendant environ 100 ans, avait gagné qu'une seule pauvre petite médaille. Mais c'est pas fini. La même année, donc toujours 2012, Bradley Wiggins est devenu le premier cycliste britannique à gagner le Tour de France. Et l'année suivante, 2013, son coéquipier Chris Froome l'a aussi remporté et il a continué sur sa lancée en le gagnant encore en 2015, 2016 et 2017. Ces réalisations, elles ont donné à l'équipe britannique 5 victoires au Tour de France en 6 ans. Et là maintenant, petit résumé pour achever le tout. Au cours de la période 2007-2017, donc en 10 ans, les cyclistes britanniques ont remporté, tiens-toi bien, 178 championnats du monde et 70 médailles d'or olympiques ou paralympiques, et ils ont remporté également 5 victoires du Tour de France. Ces chiffres, ils sont hallucinants, surtout quand on parle d'une équipe qui n'avait rien remporté ou presque depuis 100-110 ans. Donc tu vois, cette histoire, elle illustre parfaitement la différence entre les objectifs de résultat, donc gagner des courses par exemple, et les objectifs dits de processus, qui correspondent à toutes les petites actions mises en place au quotidien pour y arriver, qui ne sont pas forcément définies sur la méthode SMART, mais qui peuvent parfois l'être. L'immense majorité des personnes qui parlent de la définition d'objectifs, elles te disent de définir le point auquel tu veux arriver. Elles te disent de définir ta ligne d'arrivée en somme. Mais peu d'entre elles te conseillent de t'intéresser à toutes les actions que tu dois mettre en place au quotidien pour atteindre cette ligne d'arrivée. Et surtout, ces personnes, elles oublient de te dire que ces actions, ces processus, sont bien plus importants que ta ligne d'arrivée. Comme on dit, le chemin est plus important que la destination. Et réfléchis à ça juste 2 secondes. Une fois que tu as atteint ton objectif de résultat, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'arrêtes? Est-ce que tu en définis un autre? Et pire, si tu conditionnes ton bonheur, ton bien-être ou quoi que ce soit d'aussi important à ces objectifs de résultat, une fois qu'ils sont atteints, qu'est-ce qui se passe? Déjà, ça retombe. Et si tu les atteins pas, il se passe quoi? Tu n'atteindras jamais le bonheur, le bien-être, la réussite? Bien sûr qu'avoir des objectifs de résultats définis via la méthode SMART, c'est important. Ça permet de garder un cap et de rester motivé et de persévérer aussi dans les moments où on a envie de tout lâcher, qui sont des moments inévitables, on le sait. Mais avoir des objectifs de processus, ça te permet de dépasser tes objectifs de résultats. Ça te permet d'acquérir aussi des habitudes qui elles-mêmes façonnent ton identité. On y reviendra d'ailleurs dans un prochain épisode. Et elles te permettent, ces habitudes, d'atteindre n'importe quel objectif de résultat similaire au premier que tu t'es fixé. Dans l'exemple de l'équipe de cyclisme britannique dont on vient de parler,
On se rend bien compte que si le seul objectif c'était de gagner une compétition, n'importe laquelle, le focus il aurait été principalement sur l'entraînement physique des coureurs pour les faire progresser. On serait intéressé à leur performance physique, on aurait essayé de rendre ces coureurs plus endurants, plus forts, plus rapides, que sais-je encore, sans prendre en compte toutes les autres minuscules choses qui composent la performance des coureurs. En s'intéressant à ces petites choses et en instaurant des processus, comme le lavage de mains, le biofeedback, le meilleur sommeil, etc., non seulement ils ont atteint le premier objectif de résultat, mais ils l'ont, comme tu l'as vu, largement dépassé. Tout simplement parce qu'ils ont pris des bonnes habitudes grâce à ces objectifs de processus qui ont été mis en place. Donc, quand tu essayes de définir tes objectifs, je t'invite vraiment à aller au-delà du simple objectif de résultat défini avec la méthode SMART et je t'invite à décortiquer chaque petite action, chaque petite chose qui peut améliorer ta condition et tes performances pour que tu atteignes non pas uniquement cet objectif de résultat, mais tous les autres similaires qui vont suivre après. La deuxième raison qui fait que tu ne peux pas atteindre tes objectifs parfois, c'est que tu ne prends pas en compte les objectifs à court, moyen et long terme. Cette notion, elle est en lien direct avec ce qu'on vient de dire sur les objectifs de résultat versus les objectifs de processus. Mettons par exemple que tu veuilles faire un CA de 100 000 euros sur l'année 2024. Tu viens de démarrer ton activité. Ben, tu sais très certainement que ton évolution, elle ne sera pas linéaire. Il y aura des hauts, des bas. Donc l'idéal, ce serait de créer des sous-objectifs à court et moyen terme, par exemple à 4 et 8 mois, qui seraient plus adaptés à chaque situation. Par exemple, au début, tu risques d'avoir une progression lente parce que tu seras peut-être dans le travail ou le retravail de tes offres et dans ta prospection. Donc peut-être que tu vas réussir à faire 15 000 sur les 4 premiers mois. Et puis ensuite, quand ce sera lancé avec le bouche à oreille, les recommandations et puis les clients déjà existants qui peuvent aussi être fidélisés, c'est très important à prendre en compte, tu peux viser peut-être 45 000 sur la deuxième période. Et puis ensuite, peut-être que tu vas atteindre un plafond avec ton équipe actuelle et que tu vas faire 40 000 le temps de remodeler ton équipe et de former les nouveaux arrivants à tes processus, etc. Donc, on voit bien que la route jusqu'aux 100 000, elle n'est pas forcément linéaire. Il y a des hauts, des bas, il y a des courbes, ça monte, ça descend, etc. Et donc, le fait d'avoir des objectifs à court, moyen et long terme, ça permet aussi de maintenir la motivation et d'avoir une meilleure agilité quand il y a la nécessité de réévaluer et d'adapter tes objectifs en cours de route pour atteindre ton objectif de résultat final. D'ailleurs, au passage, je précise que les objectifs de processus qui seront mis en place pour atteindre ton objectif de résultat final ne seront pas forcément les mêmes à l'étape 1 qu'à l'étape 3. Si on reprend l'exemple que je viens de citer, au tout début, tu vas devoir faire pas mal de prospection. Donc, par exemple, l'un des objectifs de processus que tu peux mettre en place, ça peut être de passer 2 heures par jour à faire de la prospection téléphonique. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, dans la configuration de ton équipe actuelle, avec toutes les recommandations, tout le travail que tu auras, tu auras suffisamment de clients pour remplir ton année et que tu n'auras plus besoin de mettre en place autant d'actions de prospection qu'au début, alors que par contre, en parallèle, tu auras peut-être de nouvelles actions à mettre en place pour, je ne sais pas, par exemple, maintenir la qualité de tes services. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel de comprendre cette notion de court terme, moyen terme, long terme pour faire des objectifs qui sont réellement adaptés à chaque situation, à chaque période. Bref, comme tu l'auras compris dans cet épisode, les objectifs SMART, ça suffit pas. Ils doivent être complétés d'objectifs de processus et ils doivent aussi être définis à court, moyen et long terme avec les objectifs de processus qui correspondent à ces différentes timelines. Si tu as besoin d'approfondir le sujet, je t'invite vraiment à rejoindre la formation Time Master. Ça t'aidera à mieux définir tes objectifs, mais pas que. On y aborde aussi ton fonctionnement personnel, ton énergie, et je te guide pas à pas à travers la méthode de priorisation et d'organisation AP7 qui te permettra de gérer tous tes projets, pro ou perso, et d'atteindre tes objectifs sereinement, sans pression ni compromis difficile. Et je te rappelle qu'elle est en promo à moins 50% jusqu'à ce samedi 11 novembre. Donc c'est vraiment le moment de foncer si tu sens que tu as besoin d'aide pour mieux gérer ton temps et atteindre tes objectifs. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles ou un like sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Ça m'aide énormément à faire grandir ce podcast, ça m'encourage à continuer de créer ce genre de contenu. Donc merci du fond du cœur. On se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi. Très belle journée à toi.